Ça fait un moment que notre mystérieux ennemi ne s'est pas manifesté. Il doit sûrement attendre que Sana soit tout seul pour porter son prochain coup. Le mieux serait de le pousser à l'erreur, lui tendre un piège. J'ai mené mon enquête. J'ai consulté plusieurs réparateurs de cartouches pour savoir si un client leur a déjà demandé de comment retirer sans risque la pièce d'éjection du joueur en cas de game over. Et moi, j'ai consulté le magasin où sont vendues les fausses bombes utilisées au Crêporama. Et pour tous les deux, il y avait un client commun, à savoir un employé de Pizza Cut. Voilà le plan. Pour la vidéo sur Zelda 3, nous allons commander des pizzas chez eux. Le coupable voudra sûrement venir par lui-même pour vérifier le terrain, et s'il nous voit nous amuser sans nous soucier de rien, il baissera sa garde. Et de ce même fait, nous connaîtrons son visage. Ensuite, dans la vidéo suivante, je préciserai subtilement que je suis tout seul pour qu'il sache qu'il a le feu vert pour me faire un autre coup tordu. Comme ça, on le prendra sur le fait. Et s'il essaye de t'enlever, on utilisera la géolocalisation de ton portable pour le retrouver. Et pendant que Ref s'occupera de te sortir là-bas, je détournerai son attention en venant manger au Pizza Cut. S'il me voit au restaurant juste après t'avoir enlevé, il va sûrement s'inquiéter et vouloir me surveiller. Et quand Ref m'aura libéré, il ne restera plus qu'à le prendre en tenaille tous les trois. Arak, t'es en place? Oui, il vient de me remarquer, tu as le champ libre. Ok, j'y vais. Bon, ça doit être quelque part à l'arrière. Ce lynx est moins débile que j'aurais cru. Connecter 2 bornes d'arcade à la porte de sa planque, fallait y penser. Tu penses pouvoir t'en occuper? T'en fais pas, Arak. C'est juste 2 petits jeux à finir, ce sera pas très long. Yo, une fois de plus, Sana est pas dispo et Arak est occupé avec sa partie du plan. Du coup, c'est mon tour de présenter. Et pour la première fois sur cette chaîne, on va parler de jeux d'arcade. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est un concept un peu enterré, mais il fut un temps où ces machines faisaient fureur. Il s'agit de boards sur lesquels on peut jouer à un jeu à condition d'y glisser des pièces pour pouvoir lancer ou continuer une partie. Moi qui ai connu, je peux vous garantir que mes parents étaient désespérés de me voir débourser tout mon argent de poche dans ces machines. Heureusement que j'étais relativement bon. Et pour ouvrir cette porte, je dois terminer 2 jeux. Lesquels? Eh bien avant tout, comment vous réagissez si je vous passe ça? Les Tortues Ninja voient le jour en 1984 dans le comics de Kevin Eastman et Peter Laird, sous leur nom d'origine Teenage Mutant Ninja Turtles, ce qui donne en français Tortues Mutantes Adolescentes Ninja. Ouais, juste Tortues Ninja, ça sonne mieux, effectivement. C'est à cause de l'histoire de 4 tortues transformées en humanoïdes par un produit mutagène dans les égouts de New York, élevées et entraînées à l'art ninja par Splinter, un rat ayant appris le ninjutsu en imitant son maître Hamato-Yoshi dans sa cage et qui a recueilli les tortues après la mort de ce dernier. Ou selon les versions, Hamato-Yoshi lui-même changeait en rat humanoïde à cause du même produit, et qui nommera chacune d'elles par des noms d'artistes de la Renaissance. Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël. J'imagine qu'il est le seul dont le nom ne se termine pas par O car Splinter craignait qu'il porte mal son nom. Ou alors il craignait juste les droits d'auteur. Grandes amatrices de pizza, les 4 tortues utilisent leur art ninja pour protéger la ville contre diverses menaces. Allant de simples criminels lambda à des extraterrestres, en passant par d'autres mutants et leur ennemi juré, le clan des foot, dirigé par Shredder, l'ennemi de leur maître. Sans vouloir raconter ma life, je suis plutôt grand fan de comics, contrairement à Sana. Du coup, j'ai pas mal de connaissances dans le domaine, notamment en ce qui concerne les Tortues Ninja. Et j'ai parlé de versions car comme tout univers de comics qui se respecte, leur univers a connu masse d'adaptations et de réinterprétations, que ce soit dans les comics assez violents et sombres à l'origine, ou dans leurs films et séries animées. Je vais pas m'attarder plus sur la présentation de la licence vu que j'ai un pod à sauver, mais sachez que chaque série animée présente une version différente de l'histoire des tortues. Ma préférée, celle de 2003, ainsi que le premier film, étant les adaptations les plus proches de l'esprit du comics original à l'heure actuelle. J'ai plutôt bien aimé celle de 2012 aussi. Par contre, la dernière est assez spéciale. Mais pour le coup, les 2 jeux dont je vais causer sont directement adaptés de la toute première série animée, qui reste sympa à mater aujourd'hui, même si j'aurais beaucoup de choses à lui reprocher.
Notamment le fait que les différentes personnalités des tortues soient justement si peu différentes qu'on pourrait presque les interchanger sans que ça change quoi que ce soit. Quant aux adaptations en jeu, c'est principalement Konami qui s'en est occupé. Si, Konami, les mêmes qui réduisent toutes leurs licences à de simples jeux de pachinko une par une. Leur premier jeu était le tristement célèbre Tortue Ninja sur NES. Tristement car beaucoup lui crachent dessus à cause de sa difficulté et j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'un jeu est galère qu'il est mauvais, c'est un bon jeu qui avait de bonnes idées et qui a juste mal dosé cette difficulté pour certains passages, mais qui reste largement faisable avec de la pratique et très sympa à jouer. Si vous voulez de la vraie difficulté injuste, allez vous taper Ninja Gaiden, revenez quand vous l'aurez fini et on en reparlera. Ah ouais, désolé mais je suis pas fanat, hein. Moi je dis les choses cash. Pour leur second jeu, vu que Konami a eu sa période beat'em all longtemps avant sa période pachinko, c'est tout à fait logique que leur second jeu sur nos tortues préférées en soit un aussi. J'exagère à peine, hein, ils ont aussi fait des beat'em all sur Astérix, X-Men, les Simpsons, Bucky O'Hare, un peu comme Koei Tecmo et ses adaptations d'univers à la sauce Mousseau. J'aurais été curieux de voir d'autres licences passer entre leurs mains, tiens. Mais revenons au sujet. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game est un beat'em all sur arcade dans l'univers des tortues. Pour l'anecdote, il y a deux versions de la borne. Une permettant de jouer à 2, chaque joueur pouvant incarner la tortue de son choix, et une autre permettant de jouer jusqu'à 4, chaque numéro de joueur étant assigné directement à une des 4 tortues. Là, et ce n'est qu'une impression personnelle, la difficulté de la version 2 joueurs est bien moins hardcore que celle de la 4, corrigez-moi si je me trompe. Le jeu a d'ailleurs été porté sur NES, jeu que j'ai possédé et sur lequel je passais de très bons moments également. D'ailleurs, en Amérique, dans la boîte du jeu, il y avait un coupon pour une pizza gratuite chez Pizza Hut. Voilà, ça sert à rien, mais je tenais à partager cette anecdote. Le jeu lancé, on a droit à l'écran titre et des démos de gameplay, entrecoupées de petites présentations de chaque tortue. Leonardo, le leader sérieux et responsable, Raphaël, le bagarreur tête brûlée, Donatello, l'intello fanat de mécanique, et Michelangelo, le rigolo du groupe. Niveau gameplay, il n'y a pas beaucoup de différence entre les 4. À part certaines animations, les 4 ont à peu près le même gameplay. Pour ne pas dire le même, vu que je n'ai pas décelé de différence particulière. Et je vous vois venir, non, Raphaël n'est pas mon préféré du lot. Tout comme Leonardo n'est pas celui de Sona et Donatello celui d'Arak. Au risque de vous surprendre, ça donne plutôt ça. Même si on aime tous les 3 les 4 tortues. Sur ce, à partir de maintenant, je les appellerai pas leur diminutif, parce que les noms à rallonge, ça va bien 5 minutes. Lançons le premier jeu. Pour vous résumer l'intrigue, voici un petit résumé écrit du scénario. Voilà. Au tout début, les tortues assistent à l'incendie du bâtiment de Channel 6, où travaille April O'Neil, une journaliste faisant partie des rares personnes à être en contact direct avec les tortues. Et me voilà sur place pour leur donner un coup de main. Alors, tu veux nous aider à sauver April ? Yep. Attendez juste une seconde. Voilà. Beat'em all oblige, le gameplay est simple. On avance et on tabasse. En revanche, il n'y a pas de coups spéciaux ou d'objets à ramasser comme dans Streets of Rage par exemple. Par contre, niveau obstacle, on est servi. Je ne sais pas d'où sortent ces boulets en acier et je sais pas ce qui me perturbe le plus entre savoir comment les foot ont fait pour en transporter autant tout en haut du building ou comment ça se fait qu'ils rebondissent comme ça sans faire de trou dans le sol. Quant aux ennemis, franchement, j'ai connu plus téméraire. Ces petites natures ne font presque que nous prendre en tenaille pendant que l'un des deux essaie de nous agripper par derrière. Sans parler de ces robots ultra relous qui bougent hyper vite et qui nous agrippent de loin avec un câble électrisé. Au moins, les stages ont le mérite d'être courts. On a rapidement retrouvé April avant d'affronter Rocksteady, un ancien délinquant transformé en rhino mutant par Shredder en formant un binôme avec son complice Bebop, changé quant à lui en facochère. C'est le premier boss du jeu, mais il n'est en rien une formalité. Les boss de ce jeu sont une vraie corvée. Ils sont tous très réactifs et ça sert à rien de spammer les attaques aériennes vu qu'ils peuvent nous intercepter. De plus, ce rhino nous empêche d'approcher avec son fusil. Une fois vaincu, Shredder débarque pour enlever April. Allez savoir pourquoi. Ok, donc voilà, on va encore faire un jeu sur les tortues et du coup il me faut un plan maléfique pour leur donner une raison de m'affronter. T'as des conseils ? Capture la fille, ça marche à tous les coups. Bref, on le poursuit dans les rues de New York où il est possible d'utiliser les décors pour attaquer et d'agresser une dame qui fait du skateboard. Et c'est seulement ici qu'on trouve notre première pizza pour redonner de la vie. Après un niveau entier, c'est dire à quel point elles sont pas nombreuses. Ici, on peut tomber dans les trous des égouts, ce qui inflige des dégâts alors que les égouts c'est censé être là où habitent les tortues. Et un panneau publicitaire qui tombe pour nous écraser. Là on sent que Konami avait vraiment envie qu'on mette le plus de fric possible dans la machine. À la fin, on affronte Bebop, un peu moins galère que Rocksteady, heureusement.
Watch your mouth. Wow. Ok. Alors on va se calmer. Puis passage dans les égouts, alors qu'il y a 2 minutes il fallait pas. En plus des foot qui emploient des styles différents, un nouvel ennemi apparaît, les Mousers, ou dératiseurs en VF. Ce sont des petits robots qui traquent les rats, à l'origine créés pour régler les problèmes de parasites en ville, mais commettant également des vols. En tout cas, ils sont pas bien galères. Il suffit de se mettre devant le trou d'où ils sortent pour les attaquer, et ces boîtes de confiance viennent bêtement se suicider comme des lemmings. Oh no! Et c'est justement leur créateur, Baxter Stockman, qui... Qu'est-ce qu'il raconte lui? Bref, quelques attaques sautées et on n'en parle plus. D'ailleurs, sa capsule explose et on le revoit pas après. Donc, je suppose qu'il est mort. Come and get 'em, yellow brain. C'est nous les méchants. D'ailleurs, c'est marrant comme tous les foot explosent une fois vaincus. Il me semble que c'était des robots dans la première série animée. Enfin bref, après avoir castagné Bebop et Rocksteady une deuxième fois, April est sauvé, et... le jeu est fini vu qu'il n'y a plus d'enjeu. Pardon? Allons à cette usine secrète. Quelle usine secrète? Bon apparemment il faut trouver une usine. Du coup on traverse la route en évitant les foot qui se croient dans Outrun. Puis on a un passage en skateboard pour affronter des foot en hélico qui lâchent des bombes. Je rappelle que le principe d'un ninja c'est d'être furtif, hein, je dis ça, je dis rien. Mais comme quoi, c'est pas Michael Bay qui en a fait les terroristes. D'ailleurs, regardez bien cette scène. Rien vous paraît bizarre? Dites-moi à quoi ça servait d'entrer dans la camionnette si c'était pour sauter directement après pour sortir de la route. Regarde, il est sur le bateau là-bas qui s'en va. Merde, trop tard. Je vais essayer de sauter. T'es malade, tu sauteras jamais assez loin. Il est fou. Je savais qu'il tomberait à l'eau. Ah tiens, Splinter a été enlevé. Jean, il peut pas se défendre tout seul contre des Mousers. Bravo le maître. Nouveau boss, Granitor, un soldat de pierre de la dimension X dont est originaire Krang. Quand je disais que les boss étaient inbuvables, je pesais mes mots. Regardez-le, il a une allonge tellement grande que je me prends une mandale avant d'avoir le temps de pouvoir l'attaquer. Et en plus, j'ai à peine le temps de réagir en me relevant qu'il m'en a déjà collé une autre. En plus, il a un lance-flamme. J'ai trouvé une technique pour limiter les dégâts, à savoir se coller à lui, l'attaquer, reculer vers le haut ou le bas, revenir, le réattaquer et ainsi de suite, mais ça marche pas tout le temps. Thank you, my turtles. Après avoir sauvé Splinter, direction le Technodrome, le repère de Crank et Shredder. On doit trouver le Technodrome. Mec, on a déjà trouvé le Technodrome, on est littéralement dedans. Vous imaginez? Nous devons trouver le Technodrome. Est-ce que tu vois le Technodrome? Bravo, tu l'as trouvé! Very good! Désolé les mecs, mais vous l'avez cherché celle-là. Enfin, que dire du Technodrome? Des ennemis par centaines, le retour des robots énervants, des pièges de glace impossibles à anticiper qui laissent presque pas de temps pour éviter un deuxième tir, des lasers... On affronte ensuite Trag, un autre soldat de pierre. Le combat est identique à celui de Granitor, sauf qu'au lieu d'un lance-flamme, il a un lance-roquette. Ensuite, on enchaîne avec Krang, un alien venu de la dimension X pour conquérir la Terre et allié de Shredder. Bon, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus sur ce combat. C'est fini! Vous ne m'empêcherez jamais à faire... ce que je suis en train de faire! Je vais tous vous détruire! Avez-vous une dernière parole? Ouais, vous savez quand tout est quoi, le clan des foot s'appelle le clan de la savate? Ah ouais, je sais, ça claque moins tout à coup, hein. Shredder, de son nom d'origine, Oroku Saki, frère du maître d'Amato Yoshi, Oroku Nagi. Non, pas celui-là! Il est le chef du clan des foot et principal antagoniste de Dirty Ninja.
et pour une raison que j'ignore, semble maîtriser le multiclonage dans ce jeu. Inutile de détruire son clone, Shredder le recréera à chaque fois aussitôt qu'il le détruit. Et... Pardon? C'est quoi ce rayon qui retransforme les Tortues Ninja en tortues normales? Je sais que certaines versions de Shredder ont eu des pouvoirs magiques, mais pas celui de la série animée. Ça sort d'où ça? Et en plus ça insta-kill. Regardez, ça enlève une vie directe si ça nous touche. Bref, pour battre Shredder, ignorez le clone. Vous le reconnaîtrez lorsqu'il perdra son casque proche de la mort. Ensuite, concentrez-vous sur le vrai. Le clone arrêtera d'apparaître quand le vrai Shredder perdra son casque. Le tout en évitant le plus possible ses attaques ultra rapides à l'épée et ses Avada Kedavra. Une fois vaincu, et ben c'est fini. Un texte nous rappelant ce qu'on a déjà fait, et c'est tout. C'est pratique en tout cas, pas besoin d'imaginer une fin à une histoire s'il n'y a pas d'histoire. Bon, je vous fais ma conclusion vite fait avant de passer au deuxième. Teenage Mutant Ninja Turtle 2, et arcade game, est vraiment hardcore. Et franchement, on sent que Konami a été à fond sur la difficulté et les pièges sadiques pour être sûr que les joueurs allaient mourir encore et encore pour remettre des sous dans la machine. Genre là, cette voiture, elle est exactement pareille que les autres. Comment j'étais censé deviner qu'elle allait démarrer pour m'écraser? Et ce baril explosif, vous allez pas me faire croire que personne n'a été touché par l'explosion là? Donc, je vous le conseille seulement à plusieurs. Là, vous allez vous amuser. Surtout si vous arrivez à rassembler 4 joueurs. Pour le solo, je recommande plutôt la version NES. Le jeu y est très bien adapté malgré les capacités plus limitées de la console, et pourtant il est moins frustrant. Plus long, avec des stages rallongés, et même 2 stages inédits. Sans parler des ennemis moins gavants, boss y compris. Vraiment un bon portage. Et en plus, vous n'aurez pas à payer pour jouer à chaque fois. Dites-moi, ce n'est pas vous qui aviez livré nos pizzas l'autre jour? Peut-être. Vous n'avez pas dû me voir, je suis de GamerQuest. Ah, oui, exact. Qu'est-ce qui vous amène? Oh rien, j'avais affaire en ville, j'ai eu envie de passer ici pour le déjeuner. Ah ben, tant mieux, régalez-vous. C'est le cata, s'il apprend son pote ici, je suis mal barré. Il me surveille, je pense qu'il va rester encore un moment ici. Et toi, Ref, tu t'en sors? J'ai fini le premier jeu, j'en aurai plus pour longtemps. Bien. 1991, après un Tortue Ninja 3 sur NES à la qualité, j'ai entendu dire, discutable, Konami remet le couvert pour la Super Nintendo en profitant de ses performances supérieures à celles de la NES pour un 4ème jeu, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, sorti également sur arcade. On reprend la base du 2 pour un tout nouveau jeu que j'ai possédé également, mais encore une fois, c'est de la version arcade qu'on va causer. Cette fois-ci, pas de borne version 2 joueurs, du moins pas que je sache. Ça commence par un reportage de April devant la Statue de la Liberté, que Krang et Shredder volent. Pourquoi? Le gameplay est le même à quelques différences près. Déjà la difficulté est beaucoup plus stable, ça reste dur mais beaucoup moins exagéré que dans le précédent jeu, même les explosions sont plus fair-play, et les pizzas pour gagner de la santé sont beaucoup plus nombreuses. En même temps, c'était pas compliqué, c'est sûr que dans le 2 on pouvait les compter sur les doigts d'une seule main. On en a même une toute nouvelle qui, malgré son apparence, n'est pas un malus, mais bel et bien un bonus, qui fait tournoyer votre tortue comme une tarée en envoyant valser tous les ennemis pendant un bref instant. On a toujours des obstacles. Dès le premier niveau, on a le robot de Krang et une poule de démolition qui viennent chercher des embrouilles. Et à la fin, on affronte la mouche, ou plutôt Baxter Stockman après son exposition au mutagène, et qui d'ailleurs remplaçait le second combat contre Bebop et Rocksteady dans la version NES du 2. Et il est très facile à battre. Niveau suivant dans les rues de New York, assez identique à celui du 2 avec le retour des trous, et se terminant par un combat contre Metalhead, une tortue robot créée par Krang et visiblement fan de Street Fighter. S'ensuit un passage en surf dans les égouts, semblable à celui du 2 une fois de plus, avec des xénomorphes atteints de jaunisse simpsonienne fulgurante qui nous attaquent et à la fin duquel on affronte... plaît-il? Shredder nous envoie déjà dans le passé. Attends, c'est quoi cette douille? Sur Super Nintendo, on affronte le roi des rats à la fin du niveau et on passe par le Technodrome. Et après, Shredder nous envoie dans le passé. Ils ont changé pour la version arcade? Enfin bref, niveau suivant dans la préhistoire, où l'on peut constater que Try a été rétrogradé comme ennemi de base, et où les foot tapent l'incruste pour nous attaquer en chevauchant des raptors. Enfin, des Yoshi. Et à la fin, on affronte... Seventh Man?
un plagiat de Clayface dans Batman créé par Stockman grâce à l'œil de Sarnath, alors que sur la SNES on affronte Slash. Ah ouais, ils ont pas mal modifié du coup. Ensuite, le niveau des pirates, avec des planches à éviter sous peine de finir en Tahiti Bob. Et au lieu de Bebop et Rocksteady déguisés en pirates, on affronte Toka et Reza qui sont bien dans le jeu SNES ceci dit, et qui à deux sont vraiment une corvée à gérer. D'ailleurs, il rétromute une fois vaincu, contrairement à la plupart des ennemis qui explosent comme des monstres de série Sentai. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est peut-être de là que vient l'idée du crossover avec Power Ranger. On enchaîne avec le train du Far West, assez cool comme niveau, je dois avouer, avec un combat contre Liz the Red, cette fois c'est bien le même boss que dans la version SNES, et bon Dieu qu'il plaisante pas, quasi impossible d'enchaîner des coups sans qu'il riposte pour nous interrompre. J'y ai laissé plusieurs vies pour le coup. Après, un autre passage en surf dans le futur avant d'aller tataner Krang. Puis encore plus loin dans le futur dans la vaisseau spatiale pour tataner Krang une autre fois. Puis retour dans le présent pour les dézinguer Shredder. C'est fini! Je vais en finir avec vous une bonne fois pour toutes les tortues! Jamais vous ne récupérerez la statue de la liberté! Et tu vas faire quoi avec? Il y a encore du boulot, hein. Le combat reste similaire au jeu d'avant, à quelques différences près. Shredder a troqué son multiclonage contre le Big Bang Attack, et il balance son Avada Kedavra, du coup un peu plus facile à anticiper. Après ça, les tortues ramènent la statue de la liberté à sa place, avec Splinter qui, non content de nous avoir gonflé chaque fois qu'on traînait trop pour avancer sans même lever le petit doigt pour nous aider, rate pas l'occasion de passer à la téloche. Bravo le maître ninja. Et tout est bien qui finit, hein. Conclusion, Teenage Mutant Ninja Turtles in Time est un très bon jeu. Konami a bien rectifié le tir vis-à-vis de le second opus. Même si je préfère la version Super Nintendo, non mais sérieux, il n'y a même pas Bebop et Rocksteady sur arcade. Vous allez passer un très bon moment sur arcade si vous avez des potes avec qui jouer à 4. Au passage, j'ai parlé de la version arcade et comparé à la Super NES, mais il y a eu une semi-version Mega Drive aussi. Semi car même si on garde la même base, Konami a tenté de faire un truc différent avec des boss et des stages différents des deux autres versions, et qu'ils ont nommé The Hyperstone Haste. Non, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il y a eu toute une ribambelle de jeux sur les tortues, généralement pour accompagner les différentes séries animées. Turtles in Time a même connu un remake de sa version arcade, mais j'ai cru comprendre qu'elle avait quelques lacunes. Mais toujours est-il que cet opus reste une des meilleures adaptations en jeu vidéo des 4 Chevaliers d'Écaille. Et oui, je suis impatient de jouer à Shredder's Revenge qui sortira prochainement par l'équipe de Street of Rage 4, et qui semble vraiment baigner dans l'esprit de Turtles in Time, sans parler de la présence d'au moins Léo et Mikey dans l'espèce de Super Smash Bros avec les personnages de Nickelodeon. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant que cette porte est ouverte... Merci beaucoup, passez une bonne journée. Phew, je m'en suis sorti. Bon, je vais aller jeter un œil à Sana. Il doit être en train d'implorer que je le laisse sortir alors qu'il... Yo. Merci, grâce à toi j'ai découvert un super jeu. Mais t'avais assez de thunes pour finir les 2 bornes? Non, j'ai juste dévissé le réservoir à pièces pour pouvoir récupérer et remettre à chaque fois la même. Mais tu ferais mieux de rester tranquille. Tu nous faciliteras la tâche autant à nous qu'à toi-même. Bon sang, ils m'ont bien eu. Pas le choix. Je vais devoir utiliser mon plan de secours pour m'en tirer.